Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'un des animateurs préférés de TF1. Harry Roselmack est à la tête de 7 à 8 tous les dimanches. Mais ce soir, c'est en deuxième partie de soirée qu'on le verra. Un nouveau numéro d'En Immersion avec un sujet grave et lourd, celui de la fin de vie. Une enquête longue et difficile à mener, des témoignages poignants aux frontières de la vie. Harry Roselmack, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. 2 ans, il a fallu 2 ans pour faire ce reportage. 2 ans pendant lesquels vous êtes allé à la rencontre de ces gens-là régulièrement, certains jours. D'abord, le sujet de la fin de vie, c'est quelque chose qui vous interpelle ou c'est simplement parce que ça revient régulièrement dans l'actualité? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Alors les deux, c'est quelque chose auquel je ne pense pas au quotidien. Voilà, la fin de vie, en tout cas ma fin de vie et celle de mes proches n'est pas quelque chose qui me traumatise. En revanche, c'est vrai que c'est une thématique qui revient régulièrement dans l'actualité, alors dans les faits d'actualité comme dans l'affaire Vincent Lambert, mais aussi sur le plan législatif, puisque à nouveau, un projet de loi va être très bientôt en discussion au Parlement. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait m'intéresser à cette question. On va parler du reportage dans un instant, mais vous personnellement, ça vous a fait changer d'avis? Vous avez un autre regard sur ce sujet? Vous vous êtes dit, et si ça m'arrivait? Parce qu'on se pose tous cette question quand on regarde un reportage comme ça. Et si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Alors, j'ai appris une chose, c'est que la mort fait peur surtout parce qu'on ne s'y intéresse pas, parce qu'on n'ose pas la regarder en face, et parce qu'on n'ose pas parler de cette thématique-là. Et je me suis aperçu que les gens que j'ai rencontrés durant ces 18 mois de tournage, eh bien, à être confrontés par la maladie ou par leur situation, par des accidents graves, à la mort, eh bien, ils arrivaient à dominer ce vertige de la peur de la mort. Donc la meilleure façon d'avoir moins peur de la mort, c'est de s'y intéresser. Vous avez peur de la mort? Moi, pas particulièrement. Pas particulièrement, mais c'est vrai que d'avoir fait ce tournage, ça l'a encore démythifié. Vous avez suivi 5 personnes pour ce reportage. Forcément, même si on est journaliste, même si on a une carte de presse, même si on prend du recul, forcément on s'attache aux gens. Comment vous avez vécu ce rapport humain? Là, on est vraiment dans l'humain entre vous et les gens un peu moins sur le côté journalistique. Alors ça, c'est la grande particularité de l'immersion. C'est-à-dire que je passe plusieurs semaines, en l'occurrence plusieurs mois, plus d'1 an, avec des gens, et il y a un lien qui s'instaure, mais c'est pas un lien qui est délétère au programme. C'est-à-dire que ça reste une émission d'information, puisque c'est du témoignage, je vais poser des questions à des gens sur ce qu'ils vivent, mais c'est aussi de l'expérience, c'est aussi des moments vécus, des moments partagés, et donc il y a forcément du lien qui se crée. C'est particulièrement vrai sur cette immersion en fin de vie parce que vous êtes avec des gens qui vivent les derniers moments de leur vie, pour certains les derniers jours, parce qu'il y a une dame que j'ai rencontrée et qui est morte un peu plus d'1 semaine après l'avoir interrogée, mais pour certains j'ai vécu des mois avec eux et ils sont partis après plusieurs mois de compagnonnage, de rapports et d'interviews avec eux. Donc forcément ces moments-là sont très intense et crée des liens peut-être un peu plus forts, mais je peux vous assurer que quand j'étais dans la rue avec des SDF et que je devais rentrer le soir à l'hôtel et que je savais qu'ils restaient dormir dehors, c'était aussi déchirant. Donc dans toutes les immersions, il y a des liens qui sont créés, qui sont plus ou moins forts selon les thématiques. Et quand ces gens sont morts, qu'est-ce que vous êtes dit? Il y a eu une tristesse, il y a eu où vous êtes dit c'est leur choix, parce que c'est tout le débat au fond. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est leur choix? Est-ce qu'il faut finalement presque, avec des gros guillemets, se réjouir pour eux parce qu'ils l'ont choisi? Alors, il y a différents cas. On a le cas de Tania, par exemple, qui est morte, mais qui a subi sa mort. Et là, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on a le témoignage de sa fille, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il n'est pas normal qu'on puisse subir sa fin de vie à ce point. Et puis, il y a d'autres personnes. Il y a une femme qu'on accompagne en Suisse sur un suicide assisté et qui meurt comme elle le souhaitait, en maîtrisant au maximum cette fin de vie qui, on le voit dans le sujet, n'a pas été douloureuse. Et dans ce cadre-là, vous vous dites, bon bah voilà, c'est quelque chose qu'elle a choisi, qu'elle a maîtrisé. Elle est partie comme elle devait partir. Il y a aussi Isabelle, qui elle est morte de sa belle mort, comme on dit, qui n'a pas voulu maîtriser ou anticiper ce moment-là, mais qui elle estime que sa mort ne lui appartient pas. La date de sa mort ne lui appartient pas. Mais c'est quelqu'un d'apaisé, c'est quelqu'un qui a su justement dominer cette peur de la mort et qui nous montre qu'on peut aborder cette fin de vie un peu comme sa vie, c'est-à-dire que c'est pas du tout un sujet lugubre. Isabelle est quelqu'un qui aime rire et on rit souvent avec elle dans ce sujet, mais je crois que les gens vivent leur fin de vie comme ils vivent leur vie. Si vous êtes quelqu'un de drôle et qui aime rire, vous le restez jusqu'au bout. Ça secoue quand même un sujet comme ça, non? Oui, forcément.
forcément que ça secoue, mais l'idée c'est ça aussi, c'est de montrer aux téléspectateurs. On a un peu tendance à la télé à faire, et c'est pas un reproche, c'est un constat, mais de la mort à un divertissement. On a la mort dans les séries télé, ça se tue, parfois de façon extrêmement violente, mais tout ça est un peu désincarné. Et dès qu'on s'intéresse à la mort, mais à la vraie, tout d'un coup, tout le monde se bloque et tout le monde se dit ah oui, mais est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut montrer ça? Est-ce qu'on peut parler de ça? Mais oui, il faut en parler. Et il faut l'anticiper. Ça évite des drames comme celui de Vincent Lambert, où aujourd'hui, sa famille se déchire autour de son cas, tout simplement parce que on ne savait pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il aurait voulu continuer comme il est aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait voulu que ça s'arrête avant? On ne le sait pas parce qu'on n'en parle pas. Harry Roselmack, ça a été compliqué de convaincre ces gens-là de parler? Alors ça, c'est le travail d'Olivier Scriva, qui est mon collaborateur et qui fait ce travail essentiel et indispensable à ce format de caster nos personnages et nos témoins. Ça n'a pas été particulièrement difficile. Alors c'est un sujet délicat, donc les gens... évidemment, il faut les convaincre, il faut aller les voir, il faut les rassurer. Mais ils avaient un message à porter, peut-être? Oui, bien sûr. Ils avaient un message à porter. Cette dame qu'on a suivie en Suisse sur son suicide assisté voulait témoigner de sa liberté de choisir ce suicide assisté, et elle voulait aussi montrer, sans doute en partie au public français qui connaît peu et qui fantasme un peu ces suicides assistés, que c'est quelque chose qui peut être vécu relativement... paisiblement, j'ai envie de dire. C'est ce soir, donc c'est à 23h15 sur TF1. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres numéros dans l'immersion de prévus pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu, moi, dans l'esprit de ce format, un esprit de collection. Je me suis jamais dit que c'est un format que j'allais faire pendant 5-10 ans. On arrive un peu... aujourd'hui, au bout des thèmes les plus évidents qu'on pouvait traiter. Alors, on en a raté quelques-uns, mais pas beaucoup, faute justement de témoins adéquats. Quoi, par exemple ? Les sectes, par exemple. Et je me dis qu'on ne refera d'immersion que si on arrive à traiter un thème fort avec des témoins qui conviennent. Donc voilà, on ne ferme pas la porte. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, on n'est pas parti sur de nouvelles enquêtes. Mais ça veut dire que vous allez continuer à travailler dessus ou pas vraiment, en fait ? Voilà, ce sera vraiment à l'occasion. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on identifie vraiment cette thématique et que l'enquête montre qu'on pourra avoir une qualité de témoignage comme celle qu'on a eue durant ces 5 précédentes années. On a un nouveau format, vous le savez, qui est dans les tiroirs de TF1 et qui devrait être diffusé prochainement, et on va voir ce que ça va donner. Qui s'appelle Introspection. C'est ça. Effectivement. 7 à 8, ça marche très bien. Vous présentez le magazine depuis 2007, ça bat des records d'audience régulièrement. Avant-hier, vous avez fait 4 700 000 téléspectateurs et 24,1% de part de marché. Moi, il y a un sujet qui m'a surpris dans 7 à 8, ça a été l'interview de Thomas Vergara, qui est le petit copain de Nabila. Alors, c'était pas une interview de Thomas Vergara, c'était un sujet où il parlait sur l'affaire Nabila, Thomas Vergara. Où il parlait pour la première fois. Et je trouvais que c'était un peu bizarre dans 7 à 8, non ? Pourquoi ? Parce que c'est pas trop le thème de 7 à 8 d'aller un peu comme ça sur des affaires de télé-réalité, sur des... ce n'était pas de la télé-réalité, c'était un fait divers. Un petit fait divers. C'était un fait divers. Un petit coup de couteau, c'est un petit fait divers. C'était un fait divers qui impliquait une personnalité extrêmement populaire en France. Et c'est vrai que c'est le sujet qui a été en plus le plus lu, le plus commenté sur les réseaux sociaux. Donc c'était pas un petit sujet. C'était un fait divers. Des faits divers, on en traite chaque semaine. Des lourds. Parfois, c'est pas un petit coup de couteau dans une chambre d'hôtel. Non, pas forcément. On traite pas forcément de faits divers dans lesquels il y a des massacres. On traite de faits divers qui revêtent un intérêt pour le public. Et celui-ci, manifestement, en avait un. Non, parce qu'on vous imagine le sujet, et généralement, vous traitez des sujets plus lourds. Enfin, vous êtes plus dans l'info forte, j'ai envie de dire, que là, qui est un peu superficielle. Et même si on l'a traité, moi je l'ai beaucoup traité en plus, je l'assume sur le blog, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un peu léger, quoi. Alors, on l'a traité, mais vraiment sur l'aspect fait divers. Et on l'a d'ailleurs traité comme un fait divers, en donnant certes la parole à Thomas Vergara, mais en donnant aussi la parole à l'avocat de Nabila, à la grand-mère de Nabila. Donc on a fait vraiment un traitement qui était le traitement de l'ensemble de nos faits divers. Et juste un mot, ça vous désespère pas que ce soit le record d'audience à 5,6 millions ? Honnêtement. Non, ça ne me désespère pas, c'est un constat. C'est un constat, non, très honnêtement, ça ne me désespère pas. On sait très bien que lorsque l'on va faire des sujets en Syrie, sur les révolutions arabes, sur des sujets internationaux,
on prend des risques d'audience. On l'a intégré, on le sait, ça ne nous empêche pas de les faire. C'est une question de statut, c'est une question aussi, ça fait partie aussi de notre rôle d'apporter de l'information aux gens qu'ils n'iraient pas forcément voir d'eux-mêmes. On est là pour ouvrir l'esprit des gens, on le fait parce que c'est le rôle d'une émission comme cette à but de le faire, mais voilà, j'ai dépassé le stade où ce genre de constat me désole. Et plus légèrement, vous avez dit les commentateurs professionnels ont tendance à me gaver un peu. J'ai du mal à penser que quelqu'un peut être crédible à commenter tout et n'importe quoi. Il y a aujourd'hui des émissions qui fonctionnent sur ce principe-là en critiquant et commentant ce que font les autres. Alors, je ne sais pas si vous pensez à moi, mais il y a en tout cas Touche pas à mon poste. Il y a Touche pas à mon poste, voilà, qui semble un peu visé là-dedans. Ça vous énerve vraiment ? Si j'ai utilisé le mot gavé, c'est que ça devait plus m'énerver que ce que je pense. Non, mais ça m'agace un peu et je trouve ça parfois un peu risible que des gens qui n'ont jamais fait un reportage de leur vie donnent des leçons de déontologie journalistique, voilà, à l'antenne. Maintenant, ces gens ont le droit de le faire et moi j'ai le droit de dire que ça m'agace un peu. Donc voilà. vous irez jamais dans Touche pas à mon poste ? Faut jamais dire jamais, mais non, c'est pas le genre d'émission dans lequel j'irai. Même si je suis allé dans votre émission sur Énergie 12, dont le principe était un peu le même si vos chroniqueurs étaient, j'ai l'impression en tout cas, un peu moins donneurs de leçons que ceux de l'émission dont vous parlez.